Donc, ce que je vous propose pour commencer, c'est de vous présenter rapidement ce qu'est ce cursus-là, comment il est positionné, quel a été le premier recrutement de ce cursus-là. Ensuite, on aura un petit temps de questions-réponses. Nous passerons ensuite à un temps de regard croisé entre les apprentis et les maîtres d'apprentissage. Puis, nous reviendrons sur des questions-réponses ouvertes pour conclure. Alors, présentation de ce programme. Alors, le diplôme et le profil. Donc, c'est un diplôme d'ingénieur de l'ISAE Supaéro, donc première rentrée, première promotion à la rentrée 2020, et un diplôme d'ingénieur de l'ISAE ANSMA, première promotion prévue à la rentrée 2021. Et ces deux diplômes d'ingénieur, qui sont exactement construits sur la même maquette, sont sur la spécialité du génie industriel pour l'aéronautique et l'espace. Alors, en termes de profil, on parle de former, de diplômer des experts en technique, en production, en gestion d'équipe. On parle d'industrialisation et méthode. En fait, le positionnement de ce cursus, c'est vraiment de venir mettre des diplômés qui soient en capacité de faire le lien entre le bureau d'études d'un côté et la production de l'autre. Effectivement, après avoir beaucoup travaillé le positionnement de ce cursus avec les industriels du secteur et en particulier avec le GIFAS qui nous a fortement et qui nous soutient fortement, il s'est avéré qu'il y avait des ingénieurs très spécialisés bureau d'études, des ingénieurs sur la production, mais que finalement, cette double compétence, elle était un peu moins présente dans les diplômes actuels, et donc c'est là-dessus que nous avons choisi de nous positionner. Alors, vous avez ici quatre grands items, hein. Large socle scientifique et technique, c'est un diplôme d'ingénieur, donc bien évidemment que ce socle-là, il est présent. De la gestion de projet. Bon, ça, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des diplômes d'ingénieurs aussi. La question de manager des équipes, et en particulier des équipes techniques, dès lors qu'on va être sur des sites de production. Et puis la volonté de venir adresser des PME, des PMI, des grands groupes industriels. Donc un secteur, un type d'entreprise relativement large, et sur des secteurs aussi relativement larges, j'y reviendrai par la suite. Et donc, petite précision, c'est une formation du groupe ISAE. Donc, l'ISAE Supaéro a ouvert en 2020, l'ISAE ANSMA ouvrira en 2021, et 2022-2023, l'ESTACA et Submeca suivront. Si on rentre un petit peu plus dans le détail du contenu, donc cette formation, on vise un effectif de 30 apprentis par école, 1800 heures sur 3 ans, avec un volume horaire plus important sur la première année et qui décroît sur la troisième année. Donc, on amène du contenu académique sur la première année et au fur et à mesure, on laisse un peu plus la place à l'expérience en entreprise. Le programme est structuré autour de 6 unités d'enseignement. Donc, les sciences de l'information, mathématiques et physique, qui est un peu le socle un peu théorique, une UE autour des technologies, de l'aérospace, outils et méthodes de l'industrialisation, les sciences de l'entreprise, les sciences humaines et communication. On va également trouver, durant ce parcours, 2 projets, un en deuxième année, un en troisième année, un autour de la recherche et développement et un autour de l'innovation et la conception. Et enfin, donc ce programme-là, il se déploie sur les 2 ans. Et enfin, en troisième année, les étudiants auront le choix entre plusieurs options à terme. Donc, à l'ISAE Supaéro, l'option avionique et système embarqué. Et pour l'ISAE ANSMA, ce sera l'option système énergétique et matériaux avancés. On y reviendra tout à l'heure. Si on regarde un petit peu les volumes de ces UE, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette vision. Donc, vous voyez ici qu'on a un bloc important qui correspond à l'UE Sciences de l'information, mathématiques et physique, qui constitue 20% du programme. Voilà, c'est la base scientifique sur laquelle on va construire cette formation d'ingénieur. Et puis ensuite, vous voyez, on a des choses relativement bien équilibrées, avec une option en particulier qui est à 16% du temps global. Si on rentre un petit peu dans le détail pour mettre un petit peu des mots derrière ces UE, donc vous voyez, sciences de l'information, mathématiques et physique, on va trouver des choses assez classiques, des mathématiques, de la mécanique des solides, des fluides, de l'informatique, de l'automatique, du traitement de signal. Donc, un programme qui est relativement large et qui est nécessaire dès lors qu'on veut adresser un secteur aussi pluridisciplinaire qui est celui de l'aéronautique et du spatial. Ensuite, on va trouver donc les UE technologies avec tout ce qui est capteurs, chaîne d'acquisition, le comportement des matériaux, des télécommunications et réseaux, mais tournés vers la technologie.
L'UE Aerospace, d'accord, avec aérodynamique, la mécanique et thermodynamique des fluides, bien sûr la mécanique du vol, les structures aérospatiales, et puis tout ce qui est architecture des aéronefs et architecture des systèmes spatiaux, puisqu'on a la volonté sur ce cursus-là de vraiment adresser les deux domaines, aéronautique et espace. Vous avez ici l'UE outils et méthodes de l'industrialisation. Donc là, on retrouve des choses en lien avec cette entité-là, la qualité, la gestion de projet, tout ce qui est bien sûr certification et réglementation, les méthodes de fabrication et de conception, et puis l'usine du futur, l'usine 4.0, sujet d'actualité. Les sciences de l'entreprise, bien évidemment, donc tout ce qui relève de la stratégie d'entreprise, de la gestion financière et comptable. La question du développement durable, alors elle va apparaître bien évidemment dans ce module-là, mais elle apparaîtra également dans d'autres enseignements au travers des cours qui pourront être déployés. Sciences humaines et communication, donc la communication écrite et orale, sont bien évidemment des choses fondamentales pour un ingénieur. La question du management, la question de l'innovation, hein, donc ça c'est un sujet d'actualité aujourd'hui, en particulier dans le domaine de l'aérospace. Donc comment on innove, comment on crée de la valeur différemment. Donc on abordera ça en utilisant la technique de design thinking et bien évidemment l'anglais. Les projets, j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, pour compléter, je l'ai dit tout à l'heure, donc deux options. Une option ISAE Supaéro autour de l'avionique et des systèmes embarqués avec, vous voyez, un certain nombre de modules autour des systèmes, système de contrôle, système de communication, système embarqué. Et la question de l'intelligence artificielle et de l'analyse des données, là aussi, tout le monde comprendra le pourquoi de la présence de ces éléments-là dans cette option. Et puis, une grosse partie tournée vers l'application, et en particulier l'application de systèmes autonomes, drones, missiles, etc. Et donc, une deuxième option qui, elle, sera proposée à l'ISAE ENSMA, et là, peut-être, je vais laisser la parole à Annette pour en dire deux mots. Oui, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, l'ANSMA a choisi d'ouvrir une option sur les systèmes énergétiques et matériaux avancés, ceci en lien avec les défis de société, notamment en termes de mobilité durable. Et donc, vous avez donc les différents modules. Le premier, industrialisation des systèmes propulsifs, est finalement une sorte d'introduction à l'ensemble de l'UE. Et ensuite, vous avez trois modules autour de l'aérodynamique, de la combustion et de la thermique, et deux UE plus orientés matériaux, structures. Le premier, voilà, autour de la performance mécanique des structures et des matériaux avec une approche éco-responsable. Et le deuxième, autour des matériaux pour le transport, avec une approche par fonctionnalité. Par exemple, les matériaux qui sont utilisés pour les moteurs, pour les structures, pour l'énergie de puissance, etc. Et enfin, il y a un module autour de l'innovation et des procédés. Notamment, on abordera la fabrication additive, l'électrification des systèmes, les solutions, les applications laser. Voilà. Et le projet, bien sûr, de troisième année sera en lien avec l'option. Oui, merci Annette. Oui, effectivement, le projet conception et innovation est en lien avec l'option suivie en troisième année. Donc, vous voyez deux options très, très complémentaires et qui permettent aux apprentis qui rentrent dans ces formations-là de venir pousser la spécialité dans un des domaines qui les intéresse et généralement aussi en lien avec la mission en entreprise. Deux mots sur les conditions d'obtention du diplôme. On va retrouver des choses assez classiques que l'on retrouve dans n'importe quel diplôme d'ingénieur, c'est-à-dire qu'il faut valider les 60 CTS par année. Donc ça, c'est... Voilà. Il faut une expérience internationale. Donc là, on a souhaité mettre cette obligation-là comme tout diplôme d'ingénieur. Donc cette expérience, elle est d'une durée minimum de 5 semaines et elle est réalisée pendant une des périodes d'alternance en entreprise. Et puis, il faut un score minimum en langue anglaise, là aussi, rien que de très classique pour un diplôme d'ingénieur. Alors maintenant, peut-être deux mots sur le recrutement. Je ne doute pas que, en fait, parmi
les futurs candidats connectés, il y a la question de comprendre et d'avoir une idée de ce qu'il y a dedans, mais il y a aussi de comment j'y rentre et c'est quoi la sélectivité finalement. Donc là, je vous fais un petit focus du recrutement de 2020, donc comment ça s'est passé. On a eu 493 candidatures, on avait prévu de convoquer 445 candidats aux écrits, donc je dis on avait prévu puisque Covid est passé par là. Donc finalement, nous n'avons pas fait les écrits et nous avons directement sélectionné uniquement sur dossier 90 candidats que l'on a convoqués à des entretiens. Et au final, ce sont 30 apprentis qui ont été retenus, sachant que pour être retenu, il faut effectivement avoir trouvé un contrat d'apprentissage. Alors, si on regarde l'origine des diplômes des apprentis qui nous ont rejoints, donc vous voyez qu'on va retrouver majoritairement du DUT. MP, mesures physiques, génie mécanique et productique et GE2I, et puis aussi GIM, mais les deux principaux, mesures physiques et génie mécanique et productique. Et puis après, on va trouver quelques BTS aéro, quelques licences, des bachelors et 2 étudiants qui sont passés par des classes préparatoires. Qu'il soit bien clair que ce cursus-là, il vise ces profils-là. D'accord ? On n'a pas vocation sur ce cursus par apprentissage à recruter 90% d'étudiants qui sortiraient des classes préparatoires. D'accord ? Et l'ISAE ANSMA et l'ISAE Supaéro disposent d'un autre cursus sous statut étudiant qui recrute sur concours à l'issue des classes préparatoires. Donc, encore une fois, il y a la volonté de diversifier le recrutement vers des diplômes qui sont différents. Si on regarde maintenant un petit peu où se répartissent nos 30 apprentis, donc vous voyez qu'on a, sur les 30, on en a 17 qui sont en Occitanie, donc majoritairement dans la région, mais après on va en trouver en région parisienne, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Nouvelle-Aquitaine, voilà, un peu répartis sur le territoire national. Après, la question qu'on pourrait se poser, et je pense qu'elle est d'autant plus prégnante aujourd'hui, compte tenu de la crise que traverse le secteur aéronautique, c'est est-ce qu'on est obligé d'avoir un contrat d'apprentissage dans le secteur aérospace? Est-ce que quand on rentre là-dedans, on sera obligé de travailler dans le secteur aérospace? Donc la réponse est non. C'est-à-dire qu'en fait, on forme au travers du domaine aéronautique et spatial, mais pas exclusivement pour ce domaine. Et on a la conviction que quand on est formé au travers de ce domaine, on est en capacité de réinvestir ses savoirs et ses compétences dans beaucoup de domaines industriels. Donc ça, c'est une croyance que l'on a depuis un moment et qui s'est vérifiée sur ce recrutement-là. Donc vous voyez, sur les 30 apprentis, donc bien évidemment, on a encore majoritairement de l'aéronautique spatiale, donc 15 en aéronautique et 4 en spatial, mais vous voyez qu'on a des apprentis qui ont des contrats dans le ferroviaire, dans l'automobile, dans le naval, dans l'énergie, donc voilà, dans un spectre de domaines relativement large. Et si on regarde un peu plus en détail maintenant les entreprises qui ont recruté nos apprentis, donc voilà, Airbus et Thales restent les deux principaux recruteurs. Ensuite, on va retrouver aussi du Liebherr, du Safran, qui sont des entreprises qui suivent nos écoles, autant l'ISAE Supaéro que l'ISAE ANSMA, de près et les accompagnent depuis longtemps. Voilà, donc je pense que c'est important d'avoir ça en tête aussi, encore une fois, parce qu'on pourrait être inquiet de se dire je vais rentrer dans une formation qui est sur un secteur qui peut-être ne va pas bien. Alors, 2 choses, le spatial va bien, et l'aéronautique militaire va bien aussi. Donc, ce qui est en panne en ce moment, c'est l'aéronautique civile. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on a 2 façons d'aborder la chose. Soit on se dit, bon, ben, c'est la catastrophe, de toute façon, les avions, c'est pas propre, il ne faut pas aller là-dedans. Soit on se dit, de toute façon, ça va repartir, de toute façon, on va continuer à voyager. Et en fait, il y a un défi, c'est effectivement de faire l'aviation décarbonée de demain. Et pour des gens qui ont envie d'être ingénieurs et de toucher à des défis scientifiques, eh bien, il y a un beau défi qui s'ouvre à eux. Et il y a une page de l'histoire de l'aéronautique à écrire. Et rejoindre une de ces formations, c'est venir participer à l'écriture de cette page-là.
Voilà, j'ai fini sur ma présentation et je vous propose de passer à une petite séance de questions-réponses. Donc là, je vais me retourner vers mon Rocket Chat. Donc, question de Gabin. Le diplôme obtenu à l'issue de la formation en alternance est-il un diplôme identique à celui obtenu en formation continue? Alors, on ne parle pas de formation continue, on parle de formation sous statut étudiant et de formation sous statut apprenti. Donc, la réponse est non, ce ne sont pas les mêmes diplômes, d'accord? Que ce soit à l'ISAE ANSMA ou à l'ISAE Supaéro. Donc, nos deux écoles, on a dans nos deux écoles une formation d'ingénieur sous statut étudiant avec un diplôme qui s'appelle ingénieur ISAE Supaéro ou ingénieur ISAE ANSMA sans spécialité affichée. Et le diplôme sous statut apprenti est un diplôme avec une spécialité affichée qui est génie industriel pour l'aéronautique et l'espace. Donc, ce sont deux diplômes différents, des profils à l'entrée différents, un contenu différent, des profils à la sortie différents. D'accord? Et comme je l'ai expliqué en début, l'objectif, c'est aussi de venir élargir le spectre de diplômés que l'on vient mettre sur le marché de l'emploi et répondre ainsi aux besoins des industriels du secteur aéronautique et spatial, mais pas que. Question de Clément, quels sont nos liens avec les entreprises du secteur spatial? Alors, quels sont nos liens avec les entreprises du secteur spatial? Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Si vous avez un contrat d'apprentissage avec une entreprise du secteur spatial, vous avez un lien étroit puisque vous passez un temps important dans ces entreprises-là. Et après, de manière générale, dans la formation, vous allez avoir pas mal d'industriels qui interviennent et donc on a aussi des industriels de ce secteur-là. Peut-être que Céline, qui est au CNES, tu veux amener un petit complément? Je ne sais pas. Pour le spatial, en fait, c'est à toi de choisir si tu veux aller dans le spatial, bah, à toi de trouver une alternance dans le spatial. Il n'y a pas de restriction. C'est vraiment en étant en alternance à l'ISAE Supaéro, tu peux aussi bien aller en aéronautique, en spatial, pardon, que en automobile ou autre, quoi. C'est vraiment très large comme domaine. Alors, petite question. Alors, pouvons-nous, donc ça c'est Adrien, pouvons-nous accéder à tous les clubs de Supaéro, même en alternance? Alors, donc ça vaut pour Supaéro, ce que je vais dire, et pour l'ISAE ANSMA. Donc oui, formellement, vous avez accès à tous les clubs et à toutes les activités qui sont proposées sur les campus. Alors, il faut avoir conscience quand même qu'il y a cette petite difficulté qui est que vous êtes en alternance et donc il y a des périodes où vous êtes en école, des périodes où vous n'y êtes pas, alors que les étudiants les étudiants sous statut étudiant donc, sont en permanence sur le campus. Mais sur le principe, oui, tout à fait. Comment accède-t-on aux options proposées entre l'ISAE ANSMA et l'ISAE Supaéro? Alors, on n'a pas complètement finalisé l'organisation, hein, mais le principe, ça sera à la fin de la deuxième année, les apprentis feront un choix d'option, d'accord? Et en fonction de la répartition équilibrée des apprentis sur les deux options, en fonction de la mission en entreprise, en fonction de l'avis du maître d'apprentissage, les apprentis auront la possibilité, auront leur premier choix ou pas, si arbitrage il doit y avoir, sachant que le principe de base quand même, c'est que l'apprenti a de droit accès à l'option de l'école dans laquelle il est rentré. C'est-à-dire que s'il est rentré à l'ISAE ANSMA, il a accès de droit à l'option de l'ISAE ANSMA. D'accord? Voilà. Donc, oui, tout à l'heure sur la question du spatial, Mélanie Francisco qui témoignera tout à l'heure est également un peu dans le spatial, donc peut-être elle pourra rebondir sur la question. Gabriella, accompagnez-vous les apprentis dans la recherche d'entreprise? Alors, oui, on accompagne les apprentis, on s'appuie sur le réseau de nos écoles, que ce soit l'ISAE ANSMA ou l'ISAE Supaéro, pour effectivement accompagner nos apprentis. L'année dernière, on avait fait quelques webinaires pour donner les bonnes pratiques en termes d'entretien, de CV, etc. Le CFA qui accompagne les CFA qui accompagnent nos formations proposent également des
propose également des accompagnements. Donc, oui, on accompagne. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Il y a quand même un travail important de l'apprenti lui-même pour trouver son entreprise. Là, je ne sais pas si Arnaud, Céline ou Maxime, vous voulez dire un mot là-dessus. Oui, bonjour tout le monde. Ouais. Donc, la recherche d'entreprise, bien qu'on soit accompagné donc un peu par l'école et le centre d'apprentissage, c'est un travail qui vient de nous. Et de toute manière, je pense que c'est quelque chose d'important dans notre formation, ce travail de recherche d'entreprise. Donc, ça demande un effort assez conséquent. Et voilà, faudra tenir. Oui, et je pense que pour compléter ce que dit Arnaud, je pense que c'est important parce qu'au final, on peut vous accompagner, mais au final, c'est l'apprenti qui passe l'entretien. D'accord ? Et peut-être que, je ne sais pas si Mélanie ou Michael, donc d'Anyways ou de Air Liquide voudraient compléter, mais l'entretien, je pense, c'est un élément important du recrutement. Et là, on a pu accompagner comme on pouvait. C'est quand même à un moment donné l'apprenti qui arrive à décrocher la mission ou pas. Je ne sais pas si Mélanie veut intervenir. Oui, bonjour. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, l'entretien se fait avec l'apprenti. Donc, c'est un entretien où chacun doit exprimer ses motivations et aussi où nous, l'entreprise, on présente la mission qu'on souhaite donner à l'apprenti. Et c'est vraiment un échange. Donc, bien savoir aussi, est-ce que c'est l'entreprise qui vous plaît? Est-ce que la mission vous plaît? Donc, c'est vraiment un échange. Il faut vraiment pousser un maximum de CV, contacter un maximum d'entreprises pour montrer votre intérêt. Et après, lors de l'entretien, j'ai envie de dire d'être le plus naturel possible, de poser un maximum de questions. Et l'objectif, c'est que vraiment se rencontre votre motivation et le besoin dans l'entreprise. Merci Mélanie. Petite question, est-il possible de travailler en bureau d'études après ce diplôme? Donc oui, il sera possible de travailler en bureau d'études, comme il sera possible de travailler en production. Et encore une fois, vraiment l'objectif, c'est d'avoir des profils qui ont cette double compétence. C'est-à-dire, je suis en production, mais je suis en capacité de discuter, de comprendre le bureau d'études. Je suis en bureau d'études et je suis en capacité de comprendre ce qui va se passer en production. Donc après, ça c'est le positionnement général. Et après, suivant les apprentis, il y en a qui auront plutôt une appétence vers le bureau d'études, d'autres plutôt vers la production. Voilà, ça dépendra un petit peu du souhait, des envies de chacun. Et j'aurais envie de prolonger la question. Il y a 15 jours de ça, on a eu une question là-dessus, qui était, est-ce qu'on pourrait continuer en thèse après ça? Est-ce qu'on pourrait poursuivre en thèse après une formation de ce type-là? La réponse est oui. Je pense qu'il pourra y avoir. Ça sera à la marge, ça n'est pas la vocation première. Mais voilà, il est pas exclu que à l'issue de ce parcours-là, des étudiants soient, je ne sais pas, passionnés de systèmes embarqués, par exemple, et aient envie de poursuivre en thèse dans cette voie-là. C'est un diplôme d'ingénieur, donc ce faisant, il confère le grade de master, et à partir du moment où on a le grade de master, on peut rentrer en thèse. Voilà. Donc, encore une fois, ce qui est vraiment, je pense, important de bien comprendre dans le positionnement, c'est cette double compétence, et cette double culture, j'irais même dire, entre le bureau d'études et la production. Alors, on a plusieurs questions sur le processus de recrutement. Ça, c'est sûr, c'est toujours un sujet. Donc, est-ce que les écrits vont être maintenus? Alors, moi, je ne sais pas. Voilà, je n'ai pas de ligne directe avec M. Macron, donc j'en sais rien. Aujourd'hui, ils sont maintenus. Voilà. Qu'est-ce qui se passera dans 15 jours, dans 3 semaines, au moment où on doit les faire? On s'adaptera. Donc, si on ne peut pas les faire, on les annulera, comme l'année dernière. Mais si on a l'opportunité de les maintenir, on les maintiendra. Et pourquoi faire un concours et pas juste une étude sur des dossiers? Voilà. C'est parce que c'est important d'avoir les deux. On vient contrebalancer. Hein. Le recrutement, il se fait sur le dossier, sur l'écrit et sur l'entretien. D'accord? Voilà, il y a 3 éléments qui rentrent en compte dans le recrutement et ces 3 éléments ont leur importance avec des poids, des poids qui peuvent être différents, mais les trois sont importants. Question d'Axel. Dans la formation que vous présentez, comment est mis en avant l'aspect environnement? Alors, c'est un vrai sujet, cette question-là. Comment on met en avant l'environnement? Est-ce que tout doit être développement durable?
Est-ce que parce qu'on fait du développement durable, on doit arrêter de faire les fondamentaux, c'est-à-dire faire de la structure, faire de la mécanique, faire de la propulsion? C'est un sujet important en ce moment dans les écoles, hein, et en particulier dans une école comme la nôtre, parce que bien évidemment que la question du développement durable dans nos formations et dans le secteur aéronautique est une question première. D'accord ? Donc moi j'aurais envie de dire, il y a plusieurs façons d'aborder le sujet. D'abord, il y a l'idée de se dire, quand on travaille sur des disciplines de l'ingénieur, on va venir toucher indirectement la question du développement durable. Je vais prendre un exemple très concret qui est dans mon champ disciplinaire. Moi je fais du contrôle, de l'automatique. Quand on élabore des lois de commande plus sophistiquées, on arrive à réduire la masse, par exemple, de l'avion. Réduisant la masse de l'avion, on réduit l'énergie nécessaire pour le faire voler, et ce faisant, on contribue à un avion qui soit moins consommateur d'énergie. Voyez ? Donc, quand je prends cet exemple-là, ce n'est pas un cours de développement durable, c'est un cours d'automatique avec des fondements d'automatique, mais qui permettent de répondre à cette question-là. Donc, ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est qu'on met en place dans le cursus et dans le cursus sous statut étudiant, un module dédié pour comprendre les enjeux du développement durable, avoir des idées sur les chiffres, d'accord, et pour objectiver le débat. Deuxième chose. Troisième chose, on met en place depuis 2 ans une série de conférences, d'accord, sur les thèmes larges du développement durable pour venir voilà, sensibiliser les étudiants à ces questions-là. On a un certificat qui sera ouvert, on est en train de mettre en place un certificat qui sera ouvert aussi aux apprentis sur la question de l'engagement autour du développement durable. Et on va venir questionner, alors, pour les étudiants et pour les apprentis, la question de, dans ma mission à l'entreprise, quelle est, voilà, quand je touche la mission dans mon entreprise au travers du prisme du développement durable, qu'est-ce que je peux en dire? Quel est l'impact de ce que je fais sur le développement durable? Sur les projets que l'on proposera en deuxième et en troisième année, on viendra aussi toucher cette question-là. En fait, ce que je voudrais dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas de venir ne faire que du développement durable. Pour faire du développement durable, il faut s'appuyer sur des techniques, sur des sciences. Et ça, c'est la formation d'ingénieur. Et on va, à partir de ça, construire là-dessus. Venir dire on va faire 70% de nos cours qui seraient que développement durable, en fait, ça n'aurait pas beaucoup de sens. D'accord ? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Sujet éminemment passionnant. Comment sont réparties les périodes école, entreprise, vacances? Alors, on a fait le choix d'avoir des périodes plutôt longues en entreprise et en école. C'est un sujet qui a été beaucoup débattu. Il n'y a pas de vérité. Il y a des industriels qui préfèrent les périodes courtes, il y en a qui préfèrent les périodes longues, il y a des apprentis qui préfèrent les périodes courtes, il y en a qui préfèrent les périodes longues. Nous, en tant que institut de formation, on a une formation, vous l'avez vu en particulier sur le tronc commun, enfin sur la partie des fondamentaux, qui est assez lourde, où on demande à nos apprentis de faire du traitement du signal, de l'informatique, de la propulsion, de la mécanique. Et donc, on s'est dit que voilà, il fallait les avoir pendant au moins 1 mois ou 2 en cours pour ne pas être sans arrêt en train de revenir sur la théorie. Donc, on a des périodes qui sont plutôt du style 1 mois et demi, 1 mois et demi. Voilà, c'est dans ces eaux-là. Et après, sur les vacances, de toute façon, vous êtes salarié, hein, donc les vacances, c'est les vacances comme de votre entreprise. Hein. Donc, il n'y a pas de vacances scolaires, en fait. Voilà, vous êtes salarié. Alors, ouais, Clément, est-il possible de faire un double diplôme? Ben non, ça c'est... Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui avait posé la question, mais on pourrait poser la question, c'est quoi la différence entre une formation sous statut étudiant et une formation sous statut apprenti? En fait, une des principales différences, c'est qu'une formation sous statut apprenti, ça dure 3 ans. Il n'y a pas d'année de césure, il n'y a pas de double diplôme, d'accord? Et il y a cette alternance, par contre, entre l'entreprise et l'école. Une formation sous statut étudiant, on peut faire une année de césure, on peut faire un double diplôme. Par contre, on n'a pas cette expérience professionnelle que l'on peut acquérir quand on est en apprentissage. Voilà, donc ce sont 2 formats différents. Je suis sûre que certains commencent à se poser la question, mais c'est quoi le mieux? Il n'y a pas de mieux. Ce sont 2 formats différents, d'accord?
Il y en a qui conviennent à certains, il y en a qui ne conviennent pas à d'autres. Voilà, ils ont leurs avantages, leurs inconvénients. Ce sont juste des formats différents. Alors, je réponds à une question, après on va passer au regard croisé. Quel niveau attendez-vous pour un étudiant de mesure physique qui souhaiterait intégrer cette formation? Y a-t-il une moyenne minimum requise? Oui, ça c'est pareil, c'est souvent la question, combien il me faut comme moyenne? En fait, je ne sais pas répondre à la question, parce que tout ça c'est relatif. Si vous avez 13 de moyenne, mais que vous majorez votre DUT, ce n'est pas la même chose qu'avoir 14 de moyenne et être dans la deuxième moitié. Donc en fait, la question de la moyenne n'est pas un sujet, la question elle est relative. Comment vous vous situez dans votre DUT, dans votre formation? Et clairement, il faut être un peu au top, quoi, hein. Voilà. C'est une formation exigeante, délivrée par des institutions reconnues. Et ce n'est pas, ça aussi, ça peut être questionné, ça n'est pas un sous-diplôme. On aura le même niveau d'exigence sur cette formation que le niveau d'exigence que l'on a sur nos diplômes d'ingénieurs historiques sous statut étudiant. Peut-être je vais passer au regard croisé là. Je me retourne vers... ouais, je vais passer sur les... Allez, je vais passer sur le petit regard croisé. On va donner un peu plus la parole à nos apprentis et à nos maîtres d'apprentissage. Donc, vous avez ici donc Arnaud qui a intégré le cursus à l'issue d'une licence. On a Céline qui est rentrée après un DUT, mesure physique, et on a Maxime qui est rentré après un BTS aéronautique. Donc, voilà, trois profils différents. Alors, peut-être première question pour Arnaud. Pourquoi avoir choisi l'apprentissage? Donc, personnellement, moi, j'ai choisi la formation par l'apprentissage pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je cherchais une dynamique dans ma formation. Donc, je voulais avoir cet aspect sens de terrain dans ma formation scolaire, on va dire. C'est ce qui me plaisait. Le rythme, il faut savoir que voilà, c'est 2 mois en entreprise, 2 mois en école. Et en entreprise, chaque journée est différente. Donc, tous les jours, on est exposé à un nouveau problème et c'est très stimulant. Voilà, c'est les raisons pour lesquelles j'ai choisi l'apprentissage. Très bien. Merci Arnaud. Alors, peut-être une question pour Céline. Oui. D'après toi, quels sont les bénéfices d'une formation par apprentissage? Alors, pour moi, il y en a plusieurs. Premièrement, c'est ce qu'on apprend à Supaéro à l'école. On peut le mettre en application directe en entreprise. Donc, à l'école, on voit des équations, mais comment on l'applique concrètement à un système, ça, on peut le voir directement en entreprise. Deuxième avantage ou deuxième bénéfice, c'est qu'on est salarié, donc on a un salaire à chaque mois, et ça, c'est vraiment très important, on ne peut pas le négliger. Un autre bénéfice, c'est qu'en 3 ans, on acquiert de l'expérience, et donc c'est peut-être une facilité plus tard pour être embauché, parce que souvent, les recruteurs demandent une certaine expérience que les ingénieurs en sortie d'école n'ont pas, alors que nous avons quand même une petite expérience. Et finalement, on apprend aussi l'autre côté, le côté travail d'équipe, comment se comporter au travail, comment on fait face à des difficultés au travail. Ça, on ne l'apprend pas forcément à l'école et on y est directement confronté en entreprise, donc c'est vraiment intéressant. Merci Céline. Je voudrais juste rebondir. Je pense que ce qu'a dit Céline est important, c'est-à-dire que dans la formation sous statut étudiant, vous êtes en stage. Les étudiants font des stages. Mais faire des stages et avoir un contrat d'apprentissage, ce n'est pas la même chose, il me semble. En tout cas, peut-être Mélanie et Michael pourront abonner là-dedans. Voilà, l'apprentissage, c'est une vraie expérience professionnelle et qui est valorisée en général comme telle par les recruteurs. Et peut-être une petite question pour Maxime. Alors, quel conseil tu donnerais aux étudiants qui veulent faire ce cursus? Bonjour à tous. Premier conseil, ça serait déjà de postuler partout. Ne pas forcément se spécifier dans une entreprise dans l'aéro ou le spatial. Je pense qu'on a déjà bien insisté là-dessus, donc n'hésitez pas dans le naval, dans l'automobile. Il y a plein d'offres là-dessus pour l'apprentissage et un master en ingénierie.
faut aussi postuler aussi, pas forcément qu'à l'ISE, parce que c'est une école qui est très demandée, donc n'hésitez pas à diversifier vos choix pour ne pas vous retrouver sans rien l'année prochaine. Un deuxième conseil, c'est se connaître. Il faut savoir que c'est un diplôme du coup d'ingénierie, donc c'est un rythme assez élevé. Donc on a quand même la moitié du temps en entreprise et la moitié du temps à l'école. Donc c'est des cours très durs, très soutenus. Donc il faut savoir se challenger et prendre ses responsabilités, ses autonomies durant ce cursus. Et le dernier conseil, peut-être pour les entretiens, ce serait d'être honnête, d'être soi-même, ne pas mentir, être bien sûr des missions qu'on va nous confier. C'est quand même un engagement sur 3 ans, c'est pas un stage de quelques mois. Donc, il faut bien être sûr et motivé dans nos choix. Merci Maxime. Je pense que ce qu'ils viennent de dire est important. Hein. Quand vous allez après vous engager, vous allez engager 3 ans. Quoi, hein. Donc, si pendant 3 ans, vous êtes sur une mission qui ne vous plaît pas, dans une entreprise qui ne vous plaît pas, bon, c'est pas comme j'ai fait un stage de 3 mois. Quoi, hein. Donc, je crois que ce point-là, il est très important et ça va me permettre de faire le lien et peut-être ils pourront compléter vers les maîtres d'apprentissage. Alors, peut-être première question à Mélanie. Je vous laisserai éventuellement vous présenter un peu plus en détail si vous le souhaitez. Donc, Mélanie, pourquoi avez-vous recruté un apprenti ingénieur? Qu'est-ce que vous recherchiez? Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Mélanie Francisco, je suis directrice des opérations chez Anywaves. Alors, rapidement pour remettre le contexte, donc Anywaves est une start-up. Elle a 3 ans et elle fait de la conception et de la fabrication d'antennes miniatures pour des constellations de satellites. Donc, en fait, on est vraiment positionné sur le nouveau marché que sûrement vous devez connaître, qui est le New Space. Donc, nous, pourquoi on a pris un alternant? Donc, la société a été créée il y a 3 ans. Et donc, moi, je suis arrivée il y a 2 ans, j'étais la 8e personne. Aujourd'hui, on est 20 personnes. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est structuré. On s'est structuré et au fur et à mesure, on s'est structuré, on s'est dit, on fait de la conception. La fabrication, aujourd'hui, on la sous-traite. Mais il nous manque un lien entre le bureau d'études et la production. Et à ce moment-là, on a eu la chance de recevoir un CV d'un alternant qui nous expliquait qu'une nouvelle formation était ouverte, la formation méthode industrialisation à Super-Héros. Donc, ça a matché vraiment parfaitement. Donc, la formation qui a été ouverte, elle s'inscrit vraiment dans ces nouveaux besoins autant de l'aéronautique, mais surtout du spatial, où il y a une vraie mutation. Donc, on a pris cet alternant et pourquoi prendre un alternant? Alors, nous, on est très attachés à la transmission de savoir et aussi à accompagner les étudiants dans la vie active. Être étudiant et rentrer dans la vie active, moi, pour l'avoir vécu, c'est assez violent. Donc, plus on s'y prend tôt, mieux c'est pour vraiment découvrir ce que vous aimez aussi. C'est ça qui est l'avantage de l'apprentissage, c'est que vous allez venir et vous allez découvrir le monde de l'entreprise. Et donc, c'est le rôle des maîtres d'apprentissage de vous accompagner. Voilà, j'ai peut-être répondu un peu trop rapidement sur la question pourquoi, mais pourquoi on a pris des apprentis, c'est parce qu'on souhaite, avec le monde universitaire, on pense que le monde professionnel aussi a un rôle à jouer dans la transmission de savoir. Merci beaucoup Mélanie. Alors peut-être on va continuer. Quelles sont les missions et les moyens que vous mettez à sa disposition? Alors, donc, notre apprenti, comme je vous dis, il est vraiment dans le bureau des méthodes, puisqu'aujourd'hui, c'est la seule personne dédiée à 100% sur tout ce qui est méthode et industrialisation. Donc, il est vraiment au cœur du bureau R&D. Donc, les moyens qu'on met en place, tout d'abord, au niveau physique, il est dans l'open space avec le bureau d'études. Donc, il y a à peu près 6-7 ingénieurs RF et mécaniciens thermiciens. Donc, il est au cœur, il est vraiment au centre de le design des produits. Ensuite, il a accès à des logiciels, donc des logiciels mécaniques, thermiques, où il accompagne les ingénieurs dans la phase d'industrialisation. Donc là, c'est plus pour la rédaction des plans, les dossiers de production, réfléchir à comment on industrialise un produit, parce qu'entre le moment où vous concevez le produit et le moment de le fabriquer, des fois, il peut y avoir un écart énorme. Donc voilà, il est là pour ça. Et donc, les moyens qu'on met en œuvre pour lui, il est traité exactement, il est salarié déjà d'entreprise et il est traité comme un employé à part entière, un collaborateur et un membre de l'équipe. Très bien, merci. Alors, c'est vrai que c'est le besoin que vous aviez, il était vraiment pile dans le profil que nous visions. Ouais. Très bien. Alors, peut-être à Michael Chenevard, pareil, je vous laisserai l'opportunité de vous présenter.
Alors, c'est une question qui a été un petit peu abordée, mais peut-être votre point de vue. Est-ce que vous pensez qu'un diplôme par apprentissage permet effectivement une meilleure insertion professionnelle, une insertion plus rapide du diplômé? Oui, alors bonjour à tous. Donc, Michael Chenevard, je suis en charge du pôle qualité, hygiène, sécurité, environnement dans une entité de Air Liquide, peu connue dans le milieu de l'aéronautique, mais acteur de l'aéronautique. On fabrique des équipements de génération d'oxygène embarqué dans l'aéronautique défense, militaire, mais également dans l'aéronautique civile, des activités également dans le spatial, sur les lanceurs, etc. Donc, dans la région de Grenoble. Oui, moi, j'y crois dur comme fer pour deux raisons. La première, c'est que effectivement, un stage et de l'alternance, c'est pas la même chose du tout. Et la deuxième raison, c'est que je suis moi-même issu d'une formation par alternance. Ça remonte, c'était il y a 15 ans, c'était les premières filières par alternance, mais ouais, c'est incomparable. Enfin, je peux pas comparer avec un stage, j'ai jamais fait de stage, du coup, j'ai fait 3 ans d'alternance, mais pour moi, oui, c'est 3 ans d'expérience professionnelle, entrecoupés par des formations. On est envoyé en formation, on est salarié envoyé en formation et non pas étudiant envoyé en entreprise. Et bien évidemment que le regard qu'un alternant a sur l'entreprise, le fonctionnement d'une entreprise, les enjeux d'une entreprise sont complètement différents puisqu'on a pu lui donner des missions d'envergure beaucoup plus importantes sur 3 ans par rapport à un stage qui va durer quelques mois. On est beaucoup plus sur l'organisationnel et en règle générale, on a une meilleure compréhension d'une organisation industrielle là où finalement après un stage, on recommence quasiment à zéro quand on va être recruté. Donc oui, pour moi, clairement, la valeur d'un diplôme par apprentissage aujourd'hui, de mon point de vue, prend le dessus par rapport à une formation continue. Très bien, merci. Alors peut-être un peu dans la même lignée, vos apprentis, votre apprenti, vous l'avez intégré comment et sous quelle forme? Alors ça se fait en 2 temps. On croit beaucoup à l'alternance sur le site dans lequel je me trouve. Donc c'est un site d'un millier de personnes. On a plusieurs activités différentes, mais on a des campagnes d'alternance qui sont réalisées chaque année. Donc à titre d'exemple, moi c'était la première fois cette année. Il y a un accueil dédié qui a été fait pour les 2 alternants qui ont rejoint l'entité, un côté spatial, un côté aéro et défense. Donc c'est un accueil dédié de tous les apprentis qui rejoignent à la rentrée de septembre le site. Une formation spécifique qui a été faite aussi pour les tuteurs me concernant avec un accompagnement par le service RH pour nos rôles et responsabilités puisqu'on n'a pas juste pris un nouveau salarié, on a pris un apprenti, c'est quand même un engagement supplémentaire de notre part. Et puis ensuite, une première étape en entreprise que moi j'ai voulu être beaucoup dans la découverte de l'entreprise. Ce n'était pas forcément dans le cahier des charges initial, mais j'ai vraiment orienté la première période de mon apprenti comme ça. C'est au-delà des missions vraiment techniques dans lesquelles il va pouvoir aller, mais de comprendre là où il a mis les pieds, l'organisation, le personnel, les différentes unités de production, comment est articulée la supply chain, les flux de production, etc. Donc vraiment une première étape de découverte avant de commencer à lui donner des missions concrètes. Ben merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de repartir sur une phase de questions-réponses et comme tout à l'heure, je vous sollicite pour apporter les éléments de réponse. Alors, Corentin, une fois diplômé, peut-on postuler au même poste que ceux des diplômés de la formation sous statut étudiant? Et puis il y a une question un peu similaire. Quelles sont les perspectives d'évolution par rapport à la formation classique? Donc en gros, est-ce qu'on peut candidater sur le même type de poste et est-ce qu'on a des évolutions de carrière qui sont différentes? Vous allez candidater sur le même type de poste. Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez être, ceux qui sont rentrés sur cette formation sur statut apprenti, ils ont un profil qui est bien défini, je le redis, entre le bureau d'études et la production. Donc, il est évident que quand les diplômés de ce cursus-là vont se positionner sur ce type de mission, ils ont un atout et un plus qui est indéniable. D'accord? S'ils vont se positionner sur un cursus qui est très théorique, très amont, peut-être qu'on leur préférera des étudiants qui sont passés par des classes préparatoires et qui ont fait beaucoup de théorie et un peu moins de pratique. Mais j'aurais envie de dire, on pourrait avoir la même question entre est-ce que les diplômés de l'ISAE Supaéro et les diplômés de l'ISAE ANSMA candidatent sur les mêmes postes? Est-ce que quand on a fait l'INSA ou quand on a fait l'ENAC, on candidate sur les mêmes postes que l'ISAE Supaéro? Pour moi, c'est la même question. Ce n'est pas une question d'apprenti ou de pas apprenti.
D'accord? C'est lié au contenu du cursus, au positionnement de ce cursus, et puis c'est toute la formation du futur diplômé, ce qu'il a fait avant l'école, ce qu'il a fait pendant l'école, et la mission, j'aurais tendance à dire que la mission qu'il a réalisée pendant ces 3 ans d'alternance va nécessairement aussi teinter potentiellement les postes vers lesquels voilà, il sera encore plus opérationnel et il aura encore plus de facilité pour être recruté. Donc, c'est un ensemble et je redis, ce n'est pas plus facile, moins facile, c'est différent. D'accord? Et sur l'évolution de carrière, c'est la même chose. D'accord? Ça va dépendre de la manière dont, dont vous évoluez professionnellement, de votre performance. Ça n'est pas qu'une question de diplôme. En tout cas, j'ose l'espérer. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'il faille poser cette question en termes apprenti, statut étudiant. Voilà. Je redis, c'est la question, elle pourrait être posée de la même manière en comparant des écoles différentes, chacune étant sous statut étudiant ou sous statut apprenti. Je ne sais pas si Mélanie ou Michael, vous voulez rajouter quelque chose, je vous mets à l'aise. Hein. Oui. Non, enfin, moi je suis assez d'accord avec vous. On ne s'arrête pas forcément à tel diplôme, si c'est d'étudiant, si c'est de l'apprenti. Je pense qu'on va regarder, alors peut-être que c'est un peu idéaliste, mais surtout la motivation et la personnalité de l'étudiant, le besoin, le poste qu'on a. Et après, il n'y a pas de carrière type qui est définie. Ça, c'est vraiment une question beaucoup d'opportunités et de savoir pousser les portes. Oui. Merci. Alors peut-être une petite question là pour nos apprentis. Quel est votre ressenti au niveau du rythme, de la difficulté des cours? Arnaud, Céline, Maxime, qui veut... Je peux commencer. C'est vrai qu'on a fait une première période en novembre auquel il faut ajouter un confinement et des cours à distance. Donc, c'est quand même un facteur à ne pas négliger. En période de cours, ça demande beaucoup de travail personnel, beaucoup de travail à la maison. Et en période d'entreprise, il faut essayer de ne pas lâcher le fil des cours, continuer à un peu travailler. Forcément relâcher un petit peu par rapport à un rythme très élevé en période de cours. Il faut garder ce fil et cette autonomie en fait de continuer à bosser chez soi et pouvoir vraiment ne pas oublier tout ce qu'on a vu précédemment. Sinon, ça n'a pas trop de sens. Donc là, vous avez regardé tous le cours d'automatique qu'on va démarrer lundi prochain. Pas en détail, mais... Oui. En détail, bon, on en reparlera. C'est bien, c'est facile. Arnaud ou Maxime, vous voulez rajouter quelque chose, non? Peut-être bon? Je peux compléter Maxime. Oui. Il ne faut pas avoir peur si on travaille le soir, si on s'entraîne entre nous, les professeurs sont là pour répondre à nos questions. Il n'y a pas de raison de ne pas réussir, en fait. Il y a vraiment tous les moyens qui sont mis en œuvre pour qu'on réussisse. Donc, on s'entraîne entre nous. Si on a des questions, on va voir les professeurs. Et il n'y a pas un gap énorme entre notre bac plus 2 et puis super héros. Si on continue de travailler, si on est rigoureux et motivé, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Et peut-être pour aller dans ce que vient de dire Céline, il y a la notion de promotion. C'est une promotion, là on a fait le choix d'être sur des promotions de 30 apprentis. Là où, par exemple, sur le cursus sous statut étudiant, on est à 220 élèves en première année et 300 et quelques élèves en deuxième année. Voilà, 30 apprentis, ça veut dire qu'il peut y avoir cette entraide qui se met en place, me semble-t-il, entre les apprentis et même le lien qu'il peut y avoir avec le professeur et les professeurs est forcément différent. Voilà, puisqu'on a cette proximité. Je vais peut-être rebondir sur la question de Lucas. Au niveau des enseignements présentés ici, quelle est la différence avec le cursus ingénieur en filière sous statut étudiant? Alors, proposé à l'ISA Avancement. Voilà. Donc, peut-être, Annette, est-ce que tu peux venir dire 2 mots sur la différence que vous faites entre ce cursus par apprentissage et le cursus classique sous statut étudiant de l'ISA Avancement? Bon, je crois que tu l'as déjà un peu abordé. En fait, bien sûr,
les deux cursus s'appuient sur des spécialités qui sont développées dans chaque école, notamment dans les laboratoires de recherche. Mais je dirais qu'il y a quand même une différence entre les deux formations, c'est que les formations sous statut étudiant sont plus poussées en termes de cours théorie, sur la théorie, voilà, il y a des cours en amphi que vous avez, il n'y a pas sous statut étudiant. Les enseignements sont plus poussés sur les spécialités, puisque les spécialités sont vraiment, par exemple, à l'ANSMA, il y a une spécialité uniquement sur les matériaux, une spécialité en dernière année uniquement sur l'énergétique. Voilà, donc forcément, c'est beaucoup plus poussé. Et l'objectif, c'est de pouvoir permettre aux étudiants d'aller vers des métiers de la recherche, conception, bureau d'études. Alors, ce qui n'est pas, bien sûr, fermé aux apprentis, mais les apprentis vont avoir des enseignements sur les mêmes thématiques, mais beaucoup plus pratiques, plus de l'exploitation de données, voilà. Et ils pourront aussi s'orienter vers des métiers de la recherche, mais peut-être de la recherche un peu plus appliquée. Et par exemple, moi, je vois une continuité qui pourrait tout à fait être logique. C'est une formation, une thèse en contrat-cifre, c'est-à-dire également en contrat dans une entreprise. Donc, le contrat-cifre, ça signifie contrat de formation par la recherche en industrie, je crois. Ouais. Et industriel en entreprise. Enfin, voilà, c'est une formation. C'est une thèse en lien avec une entreprise et le doctorant est salarié de l'entreprise. Je ne sais pas si j'ai été assez… Oui, mais je crois que voilà, en fait, c'est effectivement ce que vient de dire Annette. C'est vrai que souvent on pose la question, est-ce qu'on a les mêmes cours sous statut apprenti et sous statut étudiant? Dans les intitulés, on va retrouver à peu près les mêmes choses. C'est-à-dire que voilà, quand on fait un cours d'automatique, c'est un cours d'automatique de base qu'on va retrouver dans quasiment toutes les écoles d'ingénieurs de France et de Navarre. Maintenant, quand on le fait à des étudiants qui sont passés par des classes préparatoires, qui ont l'habitude et qui aiment manipuler des objets mathématiques, et quand on le fait aux apprentis, on ne va pas l'aborder de la même manière. Pour les apprentis, on va essayer de venir toucher le côté un petit peu applicatif, intuitif, et puis peut-être que pour les étudiants, ils vont être plus à l'aise si on leur met des théorèmes, des équations, etc. Petite question de Thomas que je vais peut-être rediriger vers Michael. Quel est le rapport entre le maître d'apprentissage et l'apprenti? Comment se passe le suivi, Michael? Alors c'est une collaboration assez classique finalement qu'un manager pourrait avoir avec son collaborateur, en version quand même un peu plus, puisqu'on est quand même bien conscient qu'on a une personne qui débute et qui a besoin d'un accompagnement, donc on adapte forcément par rapport au niveau d'autonomie de la personne. Moi par exemple, je sais que j'ai recruté un apprenti qui dispose d'une très forte autonomie et avec qui j'ai pas forcément besoin de faire beaucoup de points. Mais à côté de ça, je peux avoir des collaborateurs avec qui je travaille depuis 5-6 ans, avec qui j'ai besoin de faire beaucoup plus de points. Donc c'est très dépendant aussi du niveau d'autonomie et de la capacité qu'aura l'apprenti à comprendre et à réaliser les tâches qui sont attendues, les missions qui sont attendues. Donc il y aura besoin de plus ou moins d'accompagnement. Voilà. Et le but, c'est d'apporter de la méthode, d'apporter de la compréhension aussi dans l'organisation et puis de l'accompagner sur qui aller voir quand, en fonction de quoi, et d'essayer de lui faire gagner du temps plutôt que de le laisser chercher quelque chose dont on connaît déjà la réponse. Mais de temps en temps, c'est intéressant de laisser chercher. C'est aussi important pour lui. C'est ce qu'on fait en cours, en fait. On les laisse chercher, mais on connaît la réponse. C'est mieux. Mais voilà, quand on sait qu'il y a un point de détail qui ne va pas apporter grand-chose dans sa formation, on lui donne les informations pour qu'il aille au plus vite à la source de l'information. Donc voilà, après, c'est des rituels assez classiques. On essaye de pas être très scolaire et d'être vraiment dans le milieu professionnel. Donc pour moi, je
je considère un apprenti comme un salarié et il va être intégré dans les réunions de service, il va participer et présenter ses missions comme n'importe quel autre collaborateur. La différence, ça va être la fréquence. Je vais forcément avoir une fréquence d'entrevue un peu plus régulière. Merci. Alors, une petite question pour Maxime de Faouzi. Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer à l'issue du BTS aéronautique? Est-ce que tu as changé tes méthodes de travail? Je suppose que Faouzi doit être dans ce type de formation en ce moment. Oui, alors c'est vrai qu'en venant d'un BTS aéronautique par rapport à d'autres DUT, on peut avoir un peu plus de mal dans les matières, on va dire, fondamentales mathématiques. Donc il y aura un gros travail à fournir là-dessus. Après, par contre, il y aura d'autres points forts qui vont être développés au cours de la formation que tu auras fait en BTS aéronautique, comme la qualité, la logistique, tout ça. L'aspect production, en fait, qui est, je pense, assez majeur dans le BTS aéronautique. Et je rejoins une autre question que j'ai pu voir par rapport à la prépa ATS. Beaucoup de BTS aéro se demandent si c'est nécessaire de faire une prépa ATS en plus. J'aurais tendance à dire que pas forcément, parce que moi déjà j'ai pas fait de prépa ATS, je suis rentré directement après avoir eu mon BTS aéronautique. Par contre, ça peut être un plus si jamais vous n'arrivez pas à rentrer dès le début en sortant d'un BTS aéronautique. D'accord. Merci. Alors, il y avait une petite question sur comment ça se passe en distanciel, sur quelle plateforme on est. Donc, voilà, on utilise essentiellement le Zoom quand on fait les cours en distanciel, même si on a un système de captation et de replay iFlex qui a été mis en place à l'Institut. Je voudrais quand même dire sur ce sujet-là que notre position, c'est de faire du présentiel à chaque fois que c'est possible. Donc, ni plus, ni moins que ce qui est permis, mais en tout cas pas moins. Donc, on a une formation qui est construite pour accueillir des étudiants sur le campus, pour les avoir en présentiel. Les conditions sanitaires sont ce qu'elles sont, donc on s'y plie bien évidemment, mais tout ce qui peut être fait en présentiel, et ça n'a pas été le cas de toutes les écoles, nous, notre position, c'est quand on peut faire en présentiel, on fait en présentiel. Et puis peut-être, là je pense qu'on va bientôt arriver à la fin, peut-être une question sur les écrits. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'il faut réviser? Quel est le niveau de maths, de physique? On va venir tester des choses assez basiques, en fait, parce que, et ça me permet de rebondir sur ce qu'a dit Maxime tout à l'heure, vous avez tous des profils très différents quand vous rentrez dans cette formation, en fonction du BTS, du DUT, de la licence, etc. Alors, vous avez des points forts et des points faibles qui sont différents. Donc, il y a des matières que certaines doivent beaucoup plus travailler que d'autres, mais c'est contrebalancé par des matières sur lesquelles vous êtes plus à l'aise. C'est exactement ce qu'a dit Maxime tout à l'heure sur les compétences qu'il pense avoir en particulier en productique et les difficultés un peu supérieures que peut-être il a en mathématiques. Donc, ce qu'on va venir chercher, bien évidemment, on ne va pas prendre le niveau de maths du top du BTS, du DUT, par exemple, le niveau de physique du top du DUT, parce que on sait très bien que, en fonction de ce que vous avez fait, ça serait compliqué. On va venir chercher, voir si vous avez des réflexes, si des trucs de base, des notions de base, elles sont là et elles sont ancrées. Donc, j'aurais envie de dire, on s'appuie sur, déjà, bien maîtriser ce qui est fait en terminale, et puis on va chercher un niveau moyen sur BTS, DUT, en maths et en physique. Voilà. D'accord. On ne vient pas poser, je rassure tout le monde, on ne vient pas poser de questions issues des classes préparatoires. Donc, on sait très bien à qui on pose ces questions-là. Bien, je pense qu'on va arrêter là. Alors peut-être je vais donner un petit tour j'allais dire de table, mais on va dire d'écran. Arnaud, Céline, Maxime, Mélanie, Michael, un petit mot de fin, et puis Annette, bien sûr. Annette, je te donnerai la parole après. Céline, tu veux peut-être dire un petit mot d'encouragement là? Oui, n'ayez pas peur, postulez. Franchement, on a tout pour réussir et on va tous réussir. Merci. Arnaud, tu veux dire un petit mot? Oui, tout d'abord, bravo pour ce choix, parce que c'est une excellente école et une très bonne formation. Et pour la suite, soyez curieux et soyez persévérants dans ces temps difficiles. Déjà pour aller jusqu'au bout de votre formation que vous êtes en train de faire.
et ensuite pour la recherche d'entreprise. Maxime? Pour compléter, soyez motivés. C'est une formation qui est très très excellente, surtout si vous aimez le monde de l'aéro et spatial, alors n'hésitez pas à postuler et bonne chance. Merci. Mélanie, petit mot? Oui, moi je vous souhaite bon courage à tous dans votre avenir. Moi, je pousse vraiment à fond pour l'apprentissage. Essayer de trouver dans une entreprise où l'objectif, c'est de s'épanouir, autant intellectuellement et qu'humainement. Donc voilà, foncez pour l'apprentissage. Merci. Michael? Écoutez, je renouvelle les encouragements et je vous souhaite bon courage pour la suite de vos études. Effectivement, ça vaut le coup. Donc, n'hésitez pas. Vous posez pas la question. Si vous trouvez une formation par alternance et que vous trouvez une entreprise, foncez. Soyez persévérant dans la recherche d'entreprise parce que c'est une première grosse étape. Mais plus vous postulerez, plus vous aurez le luxe de pouvoir choisir. Et ça, c'est important, hein, d'avoir ce luxe-là, de pouvoir choisir. Ne vous contentez pas d'une toute petite shortlist de sociétés. N'hésitez vraiment pas à ratisser large dans ce qui vous ferait envie. Et puis ensuite, voilà, persévérance, courage. C'est 3 ans, c'est long, mais ça vaut le coup. Voilà, bonne continuation à tous. Merci. Annette, tu veux rajouter un petit mot? Ah, Annette, ton micro. Mettre le micro, oui. Donc, oui, je vous encourage également à postuler. Ne laissez pas passer la date limite de fermeture du site. Et voilà, donc nous, on va ouvrir un tout petit peu moins de places de super-héros, mais entre 25 et 28 places. Voilà. Et l'apprentissage, c'est vraiment une voie qui, je pense, est vraiment favorisée dans les entreprises. Donc, allez-y. Bien, eh bien, écoutez, merci. Donc là, je vous ai mis, vous avez à l'écran admission-apprenti@isae-super-héros. Donc si vous avez voilà, des questions, n'hésitez pas à écrire à cette adresse. Donc moi aussi, je vous encourage à candidater. J'aurais envie de dire, vous pouvez faire les choses en parallèle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore candidaté ou que vous n'êtes pas encore retenu à l'ISAE Super-Héros que vous ne pouvez pas commencer à chercher une entreprise. Je pense on peut très bien mener les deux de front pour justement avoir le choix, ce qui a été évoqué à plusieurs reprises. Voilà, et puis surtout, j'ai envie de vous dire bon courage. Je trouve la période est difficile pour vous qui êtes étudiants. C'est pas gai d'être étudiant aujourd'hui. Voilà, donc je compatis et je vous souhaite beaucoup de courage. Et surtout, ne vous dites pas que c'est pas pour vous. Ne vous dites pas que c'est pas pour vous. D'accord ? Si ça vous intéresse, candidatez et n'ayez pas de regrets. Après, vous serez pris, vous ne serez pas pris. Mais en tout cas, ne pas avoir de regrets, je pense que c'est quelque chose d'important. Et puis, bon, voilà, peut-être à bientôt. Au revoir.